Alors bonjour tout le monde. Je vous enregistre le dernier vidéo concernant le chapitre 4. Euh, donc maintenant, on va parler de quelques transformations chimiques qu'on a vues ensemble. On sait qu'il y en a énormément de transformations chimiques qui se passent dans votre entourage à tout moment, même dans votre corps présentement. Il y a énormément de transformations qui se déroulent. Principalement ensemble, on en a vu quatre. On a commencé avec les neutralisations acido-basiques. Le principe est fort simple. On va prendre un acide qu'on va mélanger avec une base, ce qui va nous produire toujours un sel et de l'eau. Donc l'équation globale, c'est un acide en milieu aqueux avec une base en milieu aqueux donne un sel en milieu aqueux ainsi que de l'eau, bien sûr liquide parce qu'on est en milieu aqueux. Donc on a toujours acide plus base qui nous donne un sel et de l'eau. Toujours, toujours, toujours. Ça, c'est l'indice principal. Si vous voyez ce genre d'équation-là, c'est sûr que vous avez une neutralisation acido-basique en avant de vous. Le principe de neutraliser, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut avoir autant d'ions H+, que d'ions OH- dans la solution. Donc, pour faire ça, par exemple, si je prends les concentrations et les solutions résultantes, si par exemple ma concentration en ion H+ est plus grande que ma concentration en ion OH-, c'est certain que ma solution résultante va être acide. Ça veut dire que mon pH va être en bas de 7. Si au contraire, ma concentration en ion H+ est plus petite que la concentration en ion OH-, ça veut dire que ma solution résultante va être basique. Donc le pH va être au-dessus de 7. À ne pas oublier, vous devez savoir reconnaître les molécules qui sont des acides ou des bases. Lorsqu'on a des H, ça va être des H+ qui vont être libérés, c'est un acide. Sinon, c'est des OH- qui vont être libérés. Donc, aussitôt que tu as une molécule, normalement, que tu vas voir qu'il y a un OH dedans, c'est sûr que c'est ta base. Et si en dernière situation, vous avez la même concentration en H+ que la concentration en OH-, la solution résultante va toujours être neutre. Ça veut dire que le pH va être autour de 7. Normalement à 7 précisément, mais aux alentours de 7 lorsque, par exemple, on va être au laboratoire. Donc, ça, c'est l'image que vous avez dans votre livre. Donc, vous voyez les dissociations électrolytiques du HCl et du NaOH. Donc, on va produire, pour le HCl, on produit des H+ et des Cl-. Donc, H+, ça veut dire qu'on est acide. Dans l'autre, NaOH, on se rend compte qu'on libère des Na+ et des OH-. Le sel qu'on va former, c'est le Na+ avec le Cl-. Et on va former une molécule d'eau. Donc, si on y va un petit peu plus en détail pour mieux comprendre, on va regarder, par exemple, cette neutralisation acido-basique-là. Donc, l'acide, c'est le HF, le KOH, c'est notre base, le KF, c'est le sel qui résulte de la neutralisation du HF et du KOH, et on produit de l'eau, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est toujours la même forme de base. Donc, HF, c'est mon acide, KOH, c'est ma base, KF, c'est mon sel, et H2O, ben, c'est de l'eau. Pardon. Donc, si on prend seulement les réactifs pour commencer, on se rend compte qu'on a HF et KOH. Si on fait la dissociation électrolytique du HF, on va se rendre compte qu'on produit des H+ et des F-. Donc, hydrogène avec sa petite charge positive et le fluor avec sa charge négative. Pour le KOH, on va se rendre compte que la dissociation électrolytique produit des K+ et des OH-. Donc maintenant, c'est de savoir quels produits peuvent être formés avec les ions présents dans cette solution-là. Je vous explique, si tu regardes les ions qui sont là, tu ne peux pas les remettre ensemble. Tu ne peux pas reformer du HF puis du KOH. Donc logiquement, ce qui va se passer, donc on avait ça précédemment, donc qu'est-ce qui va pouvoir être produit à partir de ça? Il faut faire des réactifs différents, faut faire des produits différents des réactifs qu'on a au début. Mais c'est certain que les charges qui vont aller ensemble, on se rend compte que les plus et le moins vont ensemble toujours. Ce qui veut dire que mon H+ et mon F- vont aller vers
autre chose que ce qu'il y avait au début. Donc, mon F- va aller avec le K+, et mon H+ va aller avec mon OH- pour former mes molécules d'eau. Donc, F avec K donne KF, et H mélangé avec OH, mais ça donne H2O. Donc, exactement, si on regarde les réactifs, le réarrangement des atomes forme directement un sel, qui est le KF, et l'eau. Donc, comme on l'a dit tantôt, la formule générale, c'est acide plus base donne du sel et de l'eau. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, la réaction globale, on l'a vu déjà tantôt. Donc, on la met, je vous la réécris une deuxième fois. Donc, l'acide, la base, le sel et l'eau. Donc, c'est exactement ce que je viens de dire. Donc, ça fait 2 fois, je le répète. Analysons maintenant cette neutralisation acido-basique-là. Donc, c'est la même chose. On se rend compte que H2XO4, il y a 2 H, MgOH 2 fois. On se rend compte que le premier va libérer des H+, le deuxième va libérer des OH-, ce qui fait que mon premier, c'est un acide. Il va libérer 2 atomes de H+, et euh, une séquence de molécules, pardon, le SO4, 2-, sa charge va être 2-. Donc, on se rend compte que le bilan des charges 2H+, avec une molécule 2-, on se rend compte que le bilan des charges est neutre, donc nul, ce qui fait que la molécule est stable. Même chose pour MgOH 2 fois, donc Mg2+, et 2 molécules de OH-, ce qui fait 2+ et 2-. Au final, le Mg2+, va aller s'associer avec qui vous pensez? Il va aller s'associer avec quelque chose qui a une charge négative, c'est-à-dire le SO4 2-. Donc, MgSO4 2- va me donner MgSO4, tout simplement. J'ai juste associé les deux ensemble. Donc, vous vous rendez compte que 2+ avec 2-, ça donne 0, ce qui fait que ma molécule finale, ça va être mon sel qui est formé ici, MgSO4. Mes 2H+ vont s'associer avec, ça prend obligatoirement un ion négatif, ça veut dire avec les 2 OH-. Et là, on se rend compte qu'on produit du H2O, mais on produit 2 molécules de H2O. Ce qui va nous donner la fameuse H2O qu'on a dans toutes les neutralisations acido-basées. On produit toujours du sel et de l'eau, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pardon. Après ça, on a vu une autre réaction chimique, c'est la combustion. Donc, la combustion, c'est quoi? C'est une forme d'oxydation qui libère beaucoup d'énergie. Donc, on a des exemples, par exemple les feux d'artifice, un feu de camp, un four de forge. Dans le fond, on fait fondre du métal pour la métallurgie. C'est des exemples de combustion. On avait vu ensemble une vidéo, je le passerai. Toujours dans la combustion, vous l'avez déjà vu précédemment, ça nous prend 3 conditions obligatoires. C'est ce qu'on appelle le triangle de feu. Ça nous prend la présence d'un combustible, ça nous prend la présence d'un comburant, et ça nous prend atteinte de la température d'ignition. Donc ça, c'est le triangle de feu que vous avez déjà vu. On va le revoir un petit peu plus en détail, dans le fond, pour chacune des situations. Le combustible, c'est quoi? C'est une substance qui peut s'oxyder et libérer de l'énergie. Donc la substance qui est oxydée par le comburant, c'est le combustible. Le comburant, lui, son travail, c'est justement de faire réagir le combustible. Donc, c'est celui qui va oxyder le combustible. Donc, par exemple, un des comburants les plus répandus, c'est l'oxygène. Principalement, les principaux comburants contiennent tous de l'oxygène ou presque. Celui que vous allez voir dans la plupart des équations que je vais vous fournir va très, très, très vraisemblablement être de l'oxygène. La température d'ignition, c'est quoi? C'est ce qui fournit l'énergie essentielle pour engendrer la combustion. Donc, c'est la température minimale pour qu'on puisse avoir une combustion. Mais il faut fournir cette énergie-là au système pour qu'il puisse prendre en feu. Donc, ou qu'il puisse effectuer sa combustion. Parce qu'il n'y a pas juste le feu qui peut être un exemple de combustion. Toutefois, ça nous prend chacune de ces conditions-là pour qu'on puisse avoir une combustion. On a vu 3 types de combustion, la combustion vive, la combustion spontanée et la combustion lente.
Pour ce qui est de la combustion vive, ça libère beaucoup d'énergie. Donc, ça libère principalement de la chaleur et de la lumière. Et le dégagement d'énergie se fait dans un court laps de temps. Donc, ça se fait en peu de temps. Donc, la combustion vive, c'est relativement rapide. La combustion spontanée, c'est une combustion vive aussi. C'est simplement qu'elle atteint sa température d'ignition sans apport d'énergie externe. Par exemple, les feux de forêt ou l'exemple qu'on avait vu en classe, l'huile de lin. Donc ça, c'était la vidéo qu'on avait vue. Je vais le passer. La combustion lente, c'était le dernier qu'on avait vu. Donc, elle se produit sur une très longue période de temps. L'énergie libérée semble moins grande, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que, par exemple, lorsqu'un morceau de métal va rouiller, ça va être pas mal plus long que lorsqu'on allume un feu de camp, par exemple. Donc, la combustion lente libère tout de même de l'énergie, une certaine grande quantité d'énergie, mais c'est juste qu'elle est échelonnée sur une plus grande période de temps. Encore une fois, une vidéo qu'on avait vue, je vais le passer. Les dernières transformations chimiques qu'on a vues, c'est la respiration cellulaire et la photosynthèse. La respiration cellulaire, c'est quoi? Tout ce que tu as à te rappeler, c'est qu'on va avoir du glucose qui va réagir avec du dioxygène et qui va produire de l'énergie. Ça va également produire du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc, il faut que tu te rappelles de cette équation chimique-là. Tu n'as pas le choix de la savoir par cœur. Donc, c'est du glucose avec de l'oxygène, donne du CO2, de l'eau et de l'énergie. Donc, ça, c'est l'illustration que vous avez dans votre livre, ce qui vous explique pourquoi tous les animaux se nourrissent. C'est pour avoir notre énergie et on va chercher cette énergie-là en faisant la respiration cellulaire. Dans le fond, chacune de nos cellules effectue une respiration cellulaire. Le dernier et non le moindre, c'était la photosynthèse. La photosynthèse, c'est quoi? C'est une transformation chimique qui produit du glucose et du dioxygène à partir de l'énergie du soleil. Elle va aussi prendre du dioxyde de carbone et de l'eau pour effectuer cette synthèse-là. Donc, ça prend du CO2, de H2O, ça veut dire de l'eau. Ça prend de l'énergie lumineuse, de l'énergie du soleil, qu'elle soit directement du soleil ou que ce soit artificiel, ça n'a pas d'importance. On va produire après ça du glucose, de l'oxygène. Et non, il y a une petite erreur ici. L'énergie n'est pas supposée être là. Pardonnez-moi. Donc, enlever du côté des produits l'énergie. Elle est strictement du côté des réactifs. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le chapitre 4. Donc, vous avez l'équation à savoir pour la photosynthèse, la respiration cellulaire, la combustion et les neutralisations acido-basiques. Il faut que vous sachiez les formules générales pour chacune de ces transformations chimiques-là. Donc, c'est ce qui couvre le chapitre 4. Vous avez 4 vidéos déjà qui vous résument la matière. Je vais essayer d'en faire un autre pour le balancement d'équations chimiques. Et vous devriez être suffisamment prêt pour l'examen du 28 novembre. Bye bye.